Imagine, tu te lèves le matin avec une idée simple. Aujourd'hui, je passe une bonne journée. Je reste calme. Tu prends ton petit déjeuner, tout va bien. Puis tu ouvres ton téléphone, tu scrolles. Et là, sans prévenir, ça bascule. Tu tombes sur un commentaire désagréable. Puis soudain, la photo de ton ex apparaît en gros plan. Ton corps se crispe, tes pensées s'emballent, tu rumines. On est d'accord que le toi calme d'il y a 2 minutes a totalement disparu. Alors, comment c'est possible ? L'erreur, c'est que tu crois que ta personnalité est stable, qu'il n'y a qu'une seule personne aux commandes. Mais à l'intérieur, il y a une multitude de petits moi qui prennent le contrôle, chacun à leur tour, de façon inconsciente, automatique. Un moi qui veut être calme, un autre qui veut avoir raison, puis un autre qui réagit depuis une blessure. Et chacun, quand il apparaît, parle comme s'il était le vrai toi. Mais il y a une bonne nouvelle, si c'est automatique, ça peut s'observer, et donc se transformer. Dans cette vidéo, je te propose de découvrir un outil fascinant qui va te permettre de mieux te connaître, l'énéagramme. En gros, c'est un mode d'emploi de ton fonctionnement intérieur, un outil qui décrit 9 grandes façons de penser, de réagir, de se défendre face au monde. Grâce à l'énéagramme, tu vas pouvoir repérer quel petit moi prend souvent le contrôle, capter le moment précis où ça bascule, avant que ce petit moi prenne toute la place, avant qu'il décide à ta place. Si tu ne sais pas quel énéatype te correspond le plus, tu peux faire le test en commentaire de la vidéo. Mets la vidéo sur pause, je t'attends. Alors ça y est, tu as ton type ? On commence avec le type 1, le perfectionniste. Chez lui, il y a une idée très forte. Il n'y a qu'une bonne manière de faire, et c'est la mienne. Du coup, il y a en lui une petite voix qui veille en permanence. Une voix qui corrige, qui ajuste, qui vérifie, qui critique. Comme le petit diablotin qu'on voit dans les dessins animés. En gros, pour le type 1, faire une erreur, c'est inacceptable. Alors, il fait attention à tout, il se contrôle, il veut bien faire. Évidemment, cette exigence le fatigue. Du coup, le type 1 paraît calme, mais intérieurement, il est tendu. Il accumule beaucoup de colère sans vraiment s'en rendre compte. Et ça peut sortir d'un seul coup, comme la lave dans un volcan. Voyons quels petits moi peuvent s'activer chez le type 1. Premier petit moi, le petit moi intransigeant. Sa phrase préférée, « Il y a une bonne raison de faire, et c'est la mienne ». Ce petit moi, il ne négocie pas. Pour lui, il y a le bon, le mauvais. Et celui qui est victime de ce petit moi tyrannique ferait mieux d'être du bon côté. Exemple, quelqu'un qui plie mal une serviette, c'est une faute morale. Quelqu'un qui fait les choses à sa façon, c'est forcément mal fait. Ce petit moi intransigeant, c'est le gardien du temple. Sauf que le temple, parfois, c'est juste un tribunal. Deuxième petit moi, le moi critique. Alors lui, c'est le commentateur officiel de ta vie. Sa phrase préférée, c'est pas mal, mais on peut mieux faire. Et attention, il dit ça pour tout. Ton travail, améliorable. Ton comportement, discutable. Les autres, clairement en dessous du niveau attendu. C'est un peu comme avoir un prof exigeant dans la tête, sauf qu'il ne prend jamais de vacances. Et souvent, il donne même des conseils aux autres, qui n'ont absolument pas demandé. Troisième petit moi, le moi irréprochable. Lui, c'est le contrôleur qualité. Sa phrase, si je relâche, tout va partir en vrille. Donc il surveille tout le temps. Ton comportement, tes émotions, ton image, ta moralité. Objectif, être irréprochable. Mais le problème, c'est que personne n'est irréprochable. Donc ça crée une pression constante. Un peu comme si tu passais un examen tous les jours, sans jamais avoir les résultats. Quatrième petit moi, le moi en colère. Ah, alors celui-là, on ne voit pas toujours venir. Sa phrase préférée, c'est pas juste. Ou bien, j'en ai ras-le-bol. Contrairement aux autres, il ne parle pas très fort, il bouillonne. C'est une colère contenue, propre, presque élégante, mais bien là. Elle sort quand les choses ne sont pas faites correctement, les règles ne sont pas respectées, ou que le monde n'est pas à la hauteur. Parfois, ça donne juste un soupir, un regard, un sourcil qui se lève. Parfois, ça explose tout sur son passage. Voilà pour le type 1. Peut-être que tu te reconnais là-dedans. Dans l'énéagramme, chaque type est influencé par ses 2 ailes. Les énéatypes qui sont juste à côté. Si tu es de type 1, tu es donc influencé par le 9 et le 2.
Un type 1 influencé négativement par son aile 9 évite le conflit. Il se tait et rumine en silence. A l'inverse, influencé négativement par le 2, il devient intrusif. Il donne sans mesure et respecte moins les limites que l'autre tente de lui imposer. L'énéagramme permet aussi de savoir quelle peur fondamentale domine chaque type. Par exemple, la plus grande peur du 1, c'est de commettre une erreur et qu'on lui fasse des reproches. Grâce aux dynamiques internes, on peut voir aussi comment chaque type évolue, quand il gère bien sa peur fondamentale ou au contraire quand elle le domine. Sous pression, le type 1 peut basculer vers le 7. Plus dispersé, plus impulsif, il fuit la tension dans les plaisirs. Quand il évolue, il s'ouvre aux qualités du 4. Plus de profondeur émotionnelle, plus de créativité et surtout moins de rigidité. On passe au type 2, le serviteur. Alors, le type 2, tu en as forcément autour de toi. Ce sont souvent des personnes tournées vers les autres, disponibles, généreuses. Mais derrière ça, il peut y avoir autre chose. Un besoin compulsif d'être aimé, d'attirer l'attention. Une suradaptation pour ne pas être seul. Un oubli de soi. Et souvent, une frustration qui s'accumule en silence. Alors, quels sont les petits moi du type 2 ? Le petit moi indispensable. Chez le type 2, il y a une idée très ancrée. On a besoin de moi, donc je dois être là. Alors forcément, le type 2 est présent, pas seulement physiquement, émotionnellement aussi. Le type 2 anticipe les besoins des autres, même si personne n'a rien demandé. Par exemple, il insiste pour offrir son aide. Il s'arrange pour tout organiser, il se rend indispensable pour tout. À première vue, c'est généreux. Mais ça peut vite devenir intrusif, envahissant même. Parce que derrière, ce n'est pas toujours gratuit. Je t'aide à condition d'être reconnu, d'être aimé en retour. Et si c'est pas réciproque, le type 2 va trouver ça injuste. Il va le faire savoir. Une tension va s'installer. Dans une version plus poussée, ce petit moi bascule dans le rôle du sauveur. Aider à tout prix, même quand l'autre n'a rien demandé. Même quand ce n'est pas le bon moment. Et là, sans s'en rendre compte, il peut entrer dans un jeu bien connu. Victime, bourreau, sauveur. Le petit moi séducteur. Alors lui, il a un objectif très clair. Plaire. Son mantra, si je suis aimable, on va m'aimer. Du coup, il s'adapte, beaucoup. À la personne en face, à l'ambiance, au contexte. Un vrai caméléon. Avec quelqu'un qui aime le sport, il adore le sport. Avec quelqu'un qui préfère les soirées tranquilles, il devient expert en plaid et séries Netflix. Bref, il capte ce qui fait plaisir et il s'aligne. Il charme, il valorise, il met les autres en avant et souvent, ça marche très bien. Mais derrière tout ça, il y a toujours la peur de ne pas être aimé ou pire, être laissé de côté. Alors, il ajuste son image, parfois sans même s'en rendre compte. Mais à trop vouloir s'adapter, on finit par ne plus savoir ce qu'on veut vraiment. Et on se sent parfois totalement perdu. Le petit moi victime, celui-là, on le retrouve chez beaucoup de monde, pas seulement chez le type 2. Et il a une manière bien à lui d'exister, ramener l'attention à lui sans en avoir l'air. Ses phrases préférées, tu les connais sûrement ? Après tout ce que j'ai fait pour toi. Tu sais, ça a été très dur pour moi. Je suis quelqu'un de fort. Souvent, c'est accompagné d'une émotion qui déborde. Le petit moi victime se met à pleurer. Pour lui, c'est encore un moyen d'attirer l'attention. Mais si tu observes bien, ce petit moi ne cherche pas juste à se plaindre. Il cherche à exister, à travers ce qu'il a vécu, à travers son identification à une blessure. Le petit moi dépendant. Ce petit moi est typique du 2. Sa croyance, sans l'autre, je ne suis rien. Alors il se tourne vers l'extérieur. Il demande des avis, des conseils pour tout. Il sollicite de l'aide, même pour des choses qu'il pourrait facilement gérer seul. D'ailleurs, ce petit moi a du mal à rester seul. Une journée sans interaction est une vraie souffrance. Et dans les relations, ça prend encore plus de place. Être en lien devient vital, quitte parfois à rester dans une relation qui ne lui convient pas. Ce n'est pas un choix conscient, c'est juste que l'idée d'être seul est encore plus difficile à envisager. Pour aller plus loin, on peut analyser sa plus grande peur. La plus grande peur du 2, c'est d'être rejeté, ne pas être aimé. On
peut aussi analyser l'influence de ses ailes. Le type 2, influencé négativement par son aile 1, devient critique, moralisateur. Il attend des autres qu'ils fassent comme il faut. Influencé négativement par son aile 3, il cherche davantage à plaire et à briller qu'à aimer sincèrement. Il y a aussi les mouvements internes. Sous pression, le type 2 peut basculer vers le 4. Il perd le contrôle de ses émotions, il dramatise et il attire encore plus l'attention sur lui. A l'inverse, quand il évolue, il s'ouvre aux qualités du 8. Il respecte les limites de l'autre et va vers plus d'ancrage et d'autonomie. Passons au type 3, le gagneur. Ce sont des personnes authentiques qui ne trichent pas, qui sont inspirantes pour les autres. Enfin, ça c'est vrai quand le 3 met à profit ses plus belles qualités. Mais dans sa version dégradée, il adore la compétition. Il joue avec son image. Il est obsédé par la réussite. Il a aussi tendance à embellir la réalité, voire à mentir, au point de perdre contact avec ses émotions, de se sentir vide, friable. Alors, ça te parle ? On va voir en détail quels sont les petits moi du type 3. Le petit moi performant. Chez le type 3, il y a toujours un malentendu qui part d'une fausse croyance. J'ai de la valeur si je réussis. Du coup, ça donne des personnes ultra efficaces, énergiques, motivées. Elles sont organisées, productives, le genre de qualité qu'on adore dans les métiers de la vente. À première vue, c'est bien. Mais quand c'est too much, les qualités du type 3 se retournent contre lui. Son petit moi performant devient insensible, matérialiste, vaniteux. Il se compare, ramène tout à sa réussite, ses aptitudes, son confort matériel. Dans une version extrême, ce petit moi performant conduit tout droit au burn-out. Le petit moi flou, le type 3 ne veut pas seulement être performant, il veut aussi que ça se voit. Du coup, il s'arrange toujours pour donner une bonne image de lui. Problème, cette image est souvent éloignée de la réalité. On nous montre une belle vitrine, mais dans l'arrière-boutique, c'est le bazar. Il y a plein de costumes différents, des sourires, des belles voitures pour épater la galerie. Et à force de jouer, le type 3 affronte un moment très inconfortable. Mais au fond, qui je suis, moi ? Car quand il est seul, sans public, il se sent instable, friable, vide. Le pire, c'est que tout ça ne trompe personne. Les autres voient qu'il y a un flou derrière l'image, que ça sonne trop parfait. Quand c'est lisse, c'est louche. Cela donne des relations déséquilibrées ou qui manquent de profondeur. Souvent, le type 3 s'associe avec des personnes bancales. Il attire des gens intéressés. Le petit moi menteur. Celui-là, c'est vraiment le type 3 dans sa version la plus dégradée. Sa peur profonde, elle se résume en une phrase. Si les autres voient qui je suis réellement, je vais perdre ma valeur. Alors, le petit moi menteur se fabrique un personnage. Il embellit la réalité. Il sélectionne ce qu'il montre. Et il cache tout le reste. Au début, ça paraît anodin. On exagère un peu ses réussites. On évite de parler de ses faiblesses. On fait croire que tout va bien, qu'on maîtrise, qu'on gère. Mais avec le temps, le mensonge s'installe. Plus le type 3 cherche à contrôler son image, plus il s'éloigne de ce qu'il ressent. Sa vie entière est construite sur des apparences. Et quand la réalité finit par le rattraper, c'est extrêmement violent. L'échec est insupportable. Le fait d'être confronté à ces petits arrangements est vécu comme une véritable humiliation. Alors, le 3 va redoubler d'efforts pour faire illusion, quitte à basculer dans la manipulation. Voilà pour le type 3. Pour aller plus loin, on peut analyser sa plus grande peur. La plus grande peur du 3, c'est échouer, ne pas avoir de valeur. Influencé négativement par son aile 2, le type 3 se suradapte. Il veut être apprécié et peut se perdre dans le relationnel. Influencé négativement par son aile 4, il devient plus instable, plus dans la comparaison et moins centré sur l'efficacité. Sous pression, le type 3 peut basculer vers le 9. Il devient dépressif, déconnecté de ses émotions, passif. A l'inverse, quand il évolue, il s'ouvre aux qualités du 6, loyal, authentique, engagé vers les autres plutôt que vers son image. Prochain énéatype, l'original. Comme son nom l'indique, les types 4 sont des personnes originales, créatives, capables d'une grande richesse émotionnelle.
Ce qui caractérise le 4, c'est le fait de tout ressentir intensément. La beauté, l'amour, les émotions, mais aussi le manque, la différence, le rejet. Dans sa version dégradée, cette intensité émotionnelle devient une souffrance. Le type 4 dramatise ce qu'il ressent. Il se sent incompris, ressent un manque, ça l'épuise. Parfois, le type 4 entretient sa souffrance parce qu'elle lui donne l'illusion d'une identité ou une sensation de profondeur. Je suis sûr que tu connais quelqu'un comme ça. Alors, quels sont les petits moi du type 4 ? Le petit moi unique. Je suis différent, tu peux pas comprendre. Ça, c'est une phrase très type 4. En fait, le 4, c'est un artiste. Il a besoin de sentir qu'il est unique. Ça donne des personnes très créatives avec un vrai univers personnel. Des tatouages, un style vestimentaire, des goûts très affirmés, une façon originale de voir le monde. À l'excès, ça donne des personnes qui sont visiblement décalées, genre ton ami qui écoute du zouk islandais en regardant la pluie tomber un soir de pleine lune. En fait, le type 4 est souvent drôle. On pourrait croire qu'il est ouvert d'esprit. Mais ça peut cacher une grande souffrance, car le type 4 se sent souvent incompris, au point de s'enfermer dans sa différence. Dans une version extrême, ce petit moi unique se retrouve seul, non pas parce que les autres le rejettent, mais parce qu'il s'est lui-même enfermé dans sa forteresse émotionnelle. En parlant d'émotions, voici le petit moi émotif. Lui, il a besoin de ressentir, vibrer, frissonner. Et s'il ne ressent rien, il panique, parce qu'il a horreur du vide. Alors il recherche l'intensité partout, en amour, dans l'art, la musique, la culture, les voyages. Ça donne des gens qui sont capables de partir à Bali sur un coup de tête, ou tomber amoureux en 48 heures, ou regarder un film comme une expérience mystique. Le problème, c'est qu'à force de chercher des émotions fortes, le type 4 finit par amplifier tout ce qu'il ressent. Une déception se transforme en drame, un doute devient une crise existentielle. Un message laissé sans réponse sur WhatsApp, c'est une tragédie romantique. Et comme il s'identifie énormément à ses émotions, il ne comprend pas que les autres ne vivent pas les choses avec la même intensité. Du coup, il se sent rejeté, isolé. On en revient au petit moi unique qu'on vient de voir. Le type 4 a souvent l'impression qu'il lui manque quelque chose. Le problème, c'est qu'il ne sait pas exactement quoi. Alors, il cherche. La relation parfaite, la vocation parfaite, l'endroit parfait, ou une meilleure version de lui-même. Et cette insatisfaction chronique le mine. Le type 4 a du mal à vivre l'instant présent. En société, il donne l'impression d'être à la fois là et ailleurs, comme s'il attendait quelque chose. Le problème du type 4, c'est qu'il croit que tout le monde a reçu un mode d'emploi pour vivre. Sauf lui. Alors il doute de sa valeur, il se compare, il redouble d'efforts pour paraître cool, intéressant, créatif. Dans sa version la plus dégradée, le type 4 finit par s'épuiser. Il bascule alors dans une forme de mélancolie permanente. Il regarde sa propre vie comme quelqu'un qui attend en vain que le vrai film commence. Voilà pour les petits mois du type 4. Pour aller plus loin, on peut analyser sa plus grande peur. La plus grande peur du 4, c'est ne rien ressentir, être banal. On peut aussi analyser l'influence de ses ailes. Influencé négativement par son aile 3, le type 4 se met en scène, cherche à séduire. Il peut perdre son authenticité. Influencé négativement par son aile 5, il se retire, s'isole et coupe davantage le contact avec les autres. On passe au type 5, l'analysant. Le type 5 est quelqu'un d'authentique, mais émotionnellement, il est toujours en mode avion. Sa phrase préférée, c'est « Je t'aime beaucoup, mais reste à une distance raisonnable ». Le type 5 protège son énergie comme un dragon protège un trésor. Chaque interaction sociale lui coûte un pourcentage de batterie. Curieux, créatif, autonome, observateur, le type 5 analyse tout, tes paroles, tes gestes, le sens de la vie. Mais quand il va mal, il se transforme en escargot, il rentre dans sa carapace. Il se coupe des autres, il devient froid, distant, presque inaccessible. Le type 5 a donc un esprit brillant et profond. Mais le risque, c'est de briller dans le noir, d'observer la vie sans la vivre vraiment. Tu connais quelqu'un comme ça ? Voyons quels sont les petits moi du type 5. Le petit moi expert. Le type 5, c'est l'intello de la classe. Tu sais, celui qui est seul au premier rang avec les lunettes. Celui qu'on prend pour un faillot, discret mais efficace. Sa phrase préférée, c'est « Si je comprends, je maîtrise ». Alors, depuis sa planète lointaine, le 5 observe le monde comme un scientifique qui étudie une espèce étrange, appelée les gens.
Il dévore les livres, regarde des documentaires à 2h du mat, et quand il daigne s'approcher de toi, ce n'est pas pour te claquer la bise, c'est pour t'expliquer comment les Inuits survivent sur la banquise, pourquoi les pieuvres ont 3 cœurs, ou corriger une anecdote que tu racontes depuis 2014. Parce que si tu dis quelque chose d'approximatif, le type 5 active immédiatement le mode expert. Il se transforme en Wikipédia. Il source, il argumente, il te reprend, il te corrige. Et toi, tu te retrouves à passer une thèse devant un jury. Dans une version extrême, ce petit moi expert devient un peu ridicule. Et franchement agaçant. Le genre qui reste à distance du monde réel, mais qui donne quand même des conseils à tout le monde. Pour le type 5, le plus grand risque, c'est de voir que tout lui échappe. Qu'il ne maîtrise plus rien. Là, il repart sur sa planète. Et c'est silence radio jusqu'à nouvel ordre. Le petit moi solitaire. Même quand il daigne descendre de sa planète, le type 5 semble discret, presque fuyant. Il faut dire que pour lui, l'enfer, c'est les autres. Donc, pas question de passer chez lui à l'improviste. Ne lui fais surtout pas une grande déclaration d'amour. Ça risquerait de beaucoup le gêner. En fait, pour le 5, partager son intimité, c'est très compliqué. Il protège son monde intérieur comme si c'était un dossier secret défense. En groupe, il observe plus qu'il ne participe. Et pendant que certains parlent pour remplir le silence, lui, il analyse les gens comme un documentaire animalier. Et si tu lui demandes « À quoi tu penses ?», tu as 90% de chances d'obtenir « à rien », ce qui est faux évidemment. Mais dans sa version dégradée, ce petit moi solitaire devient de l'isolement. Le 5 espace les interactions sociales. Il disparaît émotionnellement, comme s'il regardait la vie derrière une vitre. Le grand risque pour lui, c'est de tellement se protéger du monde qu'il finit par ne plus réussir à y retourner. Le petit moi sceptique. Puisque le 5 a besoin d'analyser pour mieux maîtriser, il se méfie de tout, parfois même de son propre raisonnement. Avant de prendre une décision, il pèse le pour et le contre. Il étudie les statistiques. Et il finit par demander 10 fois à ChatGPT pour être sûr. Du coup, pendant que les autres foncent, le type 5 observe. Il analyse les failles, anticipe les problèmes. Il imagine les scénarios catastrophes, avec la précision d'un ingénieur parano. Mais à force de vouloir tout comprendre avant d'agir, le doute le paralyse. Le type 5 se fige. Son mental devient une prison. Dans sa version extrême, le petit moi sceptique devient incapable de faire confiance. Incapable de choisir, de passer à l'action. Et son pire cauchemar ? Être coincé dans sa propre tête. Se rendre compte après une semaine de réflexion qu'il aurait peut-être juste dû essayer. Voilà pour le type 5. La plus grande peur du 5, c'est être envahi dans son intimité. Influencé négativement par son L4, le type 5 sombre dans l'introspection, la frustration et le sentiment de manque. Influencé négativement par son L6, il doute davantage, anticipe le pire et se replie dans la méfiance. Sous pression, le type 5 peut basculer vers le 7. Il devient agité, il se tourne vers le divertissement pour éviter de penser. Il se cache derrière un optimisme surjoué. A l'inverse, quand il évolue bien, il s'ouvre aux qualités du 8. Il agit avec lucidité et détermination, il affirme davantage sa présence au lieu de rester uniquement dans l'analyse. Maintenant, on passe au type 6, le loyal. Le type 6 est fiable et courageux. Il aime le groupe et il fait tout pour que les autres s'y sentent bien. Mais c'est aussi un grand angoissé de la vie. Il a toujours peur que le pire se produise. Il a du mal à faire confiance. En fait, le type 6, c'est une machine à anticiper. Les risques, les problèmes, les scénarios catastrophes. Le 6 recherche la sécurité avant tout. Il obéit scrupuleusement aux règles, à l'ordre établi. Parfois, il exige que les autres en fassent de même. Alors, quels sont les petits moi du type 6 ? Le petit moi peureux. Le cerveau du type 6 scanne les dangers en permanence. Un simple « faut qu'on parle ». Et intérieurement, c'est tout un monde qui s'écroule. Ce qui caractérise le 6, c'est donc sa recherche de sécurité. Il évite les risques, il préfère ce qui est fiable et se méfie de l'imprévu. Pour y parvenir, il a besoin de règles solides, d'un cadre rassurant. Il se tourne donc vers les autorités reconnues, une méthode, un système. Pourtant, le grand paradoxe du 6, c'est sa relation compliquée avec l'autorité. Il veut pouvoir lui faire confiance, tout en se demandant si elle ne va pas le trahir tôt ou tard. Le grand truc du 6, c'est aussi le collectif. Parce qu'ensemble, on se protège.
autour de valeurs, d'un combat ou d'une passion commune. Mais le groupe peut devenir une prison mentale. Dans sa version extrême, le 6 abandonne son esprit critique. Il se laisse influencer par le groupe, séduit par la promesse d'une sécurité illusoire. Le petit moi dogmatique. On l'a vu, le type 6 a un rapport compliqué avec les règles. Certains les suivent à la lettre, d'autres passent leur temps à les contester. Mais au fond, c'est le même mécanisme. Le 6 recherche désespérément quelque chose de fiable dans un monde qui lui paraît incertain. Dans sa version soumise, le 6 respecte scrupuleusement l'autorité. Il défend les lois, les valeurs du groupe, les principes, parfois même sans se demander s'ils ont encore du sens. Et surtout, il se méfie de ceux qui semblent trop libres, ceux qui improvisent, contestent l'autorité ou refusent les codes établis. Parce qu'au fond, ces gens-là représentent exactement ce qui l'angoisse, l'incertitude. Dans sa version rebelle, le 6 devient anti-système. Il critique le discours officiel, remet tout en question. Il peut finir par avoir des manipulations partout. On voit ici la contradiction du type 6, combattre le monde entier ou bien s'y soumettre pour oublier sa peur. Le petit moi inclusif. Chez le type 6, le groupe est très important. Sa phrase pourrait être « On est une équipe, hein ?» Alors il crée du lien, rassemble les gens, veille à ce que personne ne reste de côté. Le type 6 est un peu le collègue qui crée un groupe WhatsApp pour organiser tous les événements de la boîte. C'est souvent quelqu'un de loyal, solidaire, profondément attaché à sa communauté. Le problème, c'est qu'il a parfois du mal à comprendre que certains ne sont pas forcément à l'aise avec le collectif. Du coup, il veut inclure tout le monde, faire participer, créer de la cohésion, maintenir le lien. Pour lui, quelqu'un qui ne répond pas à un message, c'est clairement anormal. Pire, quelqu'un qui s'isole passe pour suspect, distant ou en train de vivre une crise existentielle. Dans sa version extrême, le 6 veut tellement protéger le groupe qu'il en devient étouffant. Pour aller plus loin, on peut analyser sa plus grande peur. La plus grande peur du 6, c'est se sentir en insécurité, être trahi. Influencé négativement par son L5, le type 6 se ferme, intellectualise trop et se coupe de son élan. Influencé négativement par son L7, il s'agite, se disperse et fuit son anxiété dans le mouvement. Sous pression, le 6 peut basculer vers le 3. Il devient hyperactif, veut tout contrôler, tout réussir, comme s'il essayait de fuir son anxiété en cochant des cases. A l'inverse, quand il évolue bien, il se rapproche du 9, il retrouve un peu de calme intérieur, il apprend à lâcher prise, à faire davantage confiance, à ne plus laisser la peur décider à sa place. Passons au type 7, le joueur. Le type 7, c'est Carpe Diem. Il n'a qu'une seule obsession, profiter de la vie. Du coup, le 7 apporte de l'énergie, des idées et sa petite touche d'optimisme pour raviver la flamme. Mais derrière cette joie apparente, il fuit souvent le vide, l'ennui ou les émotions inconfortables. Alors, il remplit sa vie de projets, de distractions, de nouveautés. Dans sa version dégradée, le type 7 devient dispersé, impulsif et incapable de ralentir. Alors, c'est quoi les petits moi du type 7 ? Le petit moi glouton. Le type 7 a besoin d'être stimulé, sinon il s'ennuie. Alors, il en veut toujours plus de sorties, de nouveautés, de fun, de culture. Le 7, c'est les petites bulles qui pétillent dans le champagne. Honnêtement, c'est souvent très fun. Le problème, c'est qu'il supporte très mal l'ennui, la frustration, le vide. Et surtout, il ne sait jamais s'arrêter. Alors, il remplit son agenda, son téléphone, sa tête. Parfois juste pour éviter de se retrouver seul avec lui-même. Le petit moi glouton dispose d'une arme redoutable, son optimisme. Même quand il en fait clairement trop, une petite voix dans sa tête lui souffle. T'inquiète, tout va bien se passer. Dans sa version dégradée, cet optimisme insolent devient une fuite en avant. Le type 7 minimise, esquive, passe rapidement à autre chose. Genre, je suis pas en burn-out, j'ai juste besoin de partir 3 jours à Lisbonne. Le petit moi insatisfait. On l'a vu, le 7 cherche à combler le vide intérieur, avec des expériences extérieures. Alors, il consomme tout ce qui peut lui donner l'impression de se sentir vivant. Évidemment, l'effet ne dure jamais très longtemps. Une fois l'excitation passée, le vide revient. Alors, il repart chercher autre chose. Une nouvelle envie, un nouveau plaisir, une nouvelle stimulation. Et c'est là que le cercle vicieux commence.
Le type 7 peut glisser vers des comportements addictifs. Boulimie, alcool, cigarettes, sexe. Il se disperse, il commence beaucoup de choses sans jamais les finir. Concrètement, ça donne des personnes qui sont tout le temps surexcitées, qui ont du mal avec le calme, le silence. Genre cette connaissance qui passe son temps à voyager et qui consomme les musées comme on se gave de pop-corn au cinéma. Ou cet ami qui sort d'une soirée bien arrosée et qui enchaîne avec une boîte de nuit pour éviter de se retrouver seul en rentrant chez lui. Ou encore ces personnes qui cherchent l'amour et qui enchaînent les partenaires sans jamais être pleinement satisfaits. Bref, dans sa version dégradée, le 7 fuit pour ne pas ressentir. Et même si le schéma se répète, il ne peut pas s'arrêter. Parce que s'arrêter, c'est risquer de ressentir le vide. Le petit moi insensible. Bien sûr, le type 7 adore être stimulé intellectuellement. Donne-lui une idée, une théorie, un concept un peu complexe sur la vie, et il peut partir loin, très loin. Cela lui permet de rester en mouvement, d'explorer. Mais c'est toujours loin de lui-même, de ses ressentis, de ses émotions, de son intimité. Bref, le type 7, il ne faut pas lui parler d'exploration intérieure. Ça devient vite inconfortable et il prend vite ses jambes à son cou. C'est un peu comme si son cerveau disait « Attention, sentiment détecté, verrou central activé ». Ceci peut d'ailleurs contaminer son rapport aux autres. Si le 7 passe une bonne soirée et que quelqu'un a le malheur de parler de sa petite galère du moment, il va l'accuser de plomber l'ambiance. Il va tout faire pour changer de sujet. En fait, comme il a du mal à accueillir l'émotion, il va minimiser la souffrance des autres. À l'excès, le 7 veut à tout prix préserver sa paix intérieure. Il va donc manquer d'empathie de façon visible et être perçu comme égocentrique, insensible, voire brutal. Voilà pour le type 7. Pour aller plus loin, on peut analyser sa plus grande peur. La plus grande peur du 7, c'est souffrir, ressentir le manque. Influencé négativement par son L6, le type 7 devient anxieux, hésitant, il demande trop de garanties. Influencé négativement par son L8, il devient plus excessif, plus dominant et moins subtil dans ses réactions. Sous pression, le type 7 peut basculer vers le type 1. Il laisse place à quelque chose de beaucoup plus rigide. Il devient exigeant, contrôlant, intrusif. À l'inverse, quand il évolue bien, il se rapproche du 5. Il est ancré dans le présent et n'a plus peur du vide. Il ralentit, observe, écoute. C'est au tour du type 8, le commandant. Le type 8 veut décider par lui-même. Sa plus grande peur, c'est de perdre sa liberté, d'être contrôlé, limité. Quand il va bien, le 8 est souvent charismatique, protecteur et très loyal. Il déteste l'injustice et prend facilement la défense des plus faibles. Il aime aussi l'action, les rapports directs et les fortes personnalités. Avec lui, pas trop de faux-semblants. Si quelque chose ne va pas, il va vite te le faire comprendre. Mais dans sa version la plus dégradée, le 8 peut devenir un vrai bulldozer. Genre, quand il pense avoir été cash et honnête, les autres sont en PLS et mettent 2 jours à s'en remettre. On va justement parler des petits moi qui agacent le type 8. Le petit moi puissant. Chez le type 8, il y a souvent cette fausse croyance. Si je montre mes failles, quelqu'un finira par en profiter. Du coup, le 8 développe très tôt une grosse carapace. Il apprend à paraître fort, solide, inatteignable. Et honnêtement, ça marche souvent. Le 8 dégage naturellement une présence. Quand il entre dans une pièce, on le sent, parce qu'il occupe l'espace avec une énergie très affirmée. Il aime décider, agir, prendre les commandes. D'ailleurs, il inspire souvent confiance. Il donne l'impression de pouvoir gérer les situations difficiles, sans trembler. Mais cette force peut devenir excessive. Le 8 peut alors switcher en mode têtu. Et là, bonne chance pour lui imposer quelque chose, car le 8 déteste obéir. Et plus on essaye de le contrôler, plus il résiste, parfois même juste par principe. Exemple typique, si tu lui dis « tu devrais peut-être faire comme ça », son décodeur interne va lui dire « je vais donc faire exactement l'inverse ». Le petit moi contrôlant. En fait, le type 8 a peur qu'on le contrôle. Alors très souvent, il prend les devants. Pas forcément par plaisir de dominer d'ailleurs. Chez lui, contrôler, c'est surtout une façon de se sentir en sécurité, de ne pas subir. Concrètement, le 8 donne l'impression qu'il maîtrise tout. Il affirme sa présence,
il est persuasif, avance avec beaucoup d'énergie. On a parfois l'impression qu'il est constamment en mode « c'est moi qui gère ». Le problème, c'est qu'à l'excès, cette force peut devenir très rigide. Tu vois, ce genre de personne qui pose une question, mais qui a déjà pris sa décision, avant même que tu répondes. Car le 8 déteste qu'on lui résiste, qu'on remette en cause son autorité. Il coupe la parole, décide pour les autres. C'est aussi quelqu'un d'instinctif. Il veut donc aller vite et il n'accepte pas qu'on le ralentisse. Dans sa version extrême, le petit moi contrôlant écrase les autres. Ou pire, il fait preuve d'indifférence, en ne montrant aucun intérêt. Là, il passe pour égocentrique, voire méprisant. Et l'autre disparaît dans le décor, comme une plante verte. Le petit moi sans filtre. On l'a vu, contredire un 8 quand il est mal luné, c'est s'exposer à une guerre nucléaire. Et attention, il ne dit pas toujours quand il appuie sur le bouton. Un dîner improvisé entre amis? Ne lui propose surtout pas ton aide pour faire la vaisselle. Et si tu insistes, il va te répondre sèchement « fais comme tu veux », avec une énergie qui signifie clairement « reste à ta place ». La discussion tourne à la politique et tu veux contredire ses opinions? Là aussi, erreur. Le 8 va lever les sourcils et tu seras mortifié sans même qu'il ait besoin d'ouvrir la bouche. Quelque chose te tracasse émotionnellement? Tu veux vraiment partager ça avec un 8 mal luné? Il va trouver ça agaçant. Il va te répondre sèchement « bouge-toi un peu » avant de repartir faire la vaisselle. Dans sa version dégradée, un type 8 a une méfiance de base envers tout ce qui est vulnérable, surtout sa propre vulnérabilité. Pour lui, les non-dits ou les sous-entendus peuvent être plus dangereux que la confrontation ouverte. Voilà pour le type 8. Pour aller plus loin, on peut analyser sa plus grande peur. La plus grande peur du 8, c'est ne pas être libre, paraître faible. Influencé négativement par son L7, le type 8 devient plus impulsif, plus excessif et plus difficile à canaliser. Influencé négativement par son L9, il s'endort intérieurement, évite la confrontation et perd en présence. Sous pression, le type 8 peut basculer vers le 5. Il se coupe du monde, devient solitaire, il passe pour quelqu'un de froid. A l'inverse, quand il évolue bien, il se rapproche du 2. Il fait davantage attention aux autres, il est généreux, protecteur. Il apporte du soutien émotionnel. Et enfin, dernier énéatype, le diplomate. Le type 9, c'est un peu le Michel Drucker de l'énéagramme. C'est le type sympa qui veut juste que tout le monde passe un bon moment. Sauf qu'à force, il finit par être mielleux. Parce que la plus grande peur du 9, c'est le conflit, les tensions, les embrouilles. Bref, tout ce qui ressemble de près ou de loin à Cyril Hanouna. Mais à trop vouloir fuir les conflits, le 9 finit par s'oublier lui-même. Il dit oui alors qu'il pense non. Il esquive les discussions inconfortables, il met sa personnalité au placard. Même quand visiblement quelque chose le dérange, on l'entend dire « fais comme tu veux, ça m'est égal ». Et dans sa version la plus dégradée, le type 9 peut devenir passif, complètement déconnecté de ses envies, de ses émotions. Allez, voyons les petits moi qui contrôlent le type 9. Le petit moi effacé. Le type 9 a un talent presque surnaturel. Se fondre dans l'ambiance. Il s'adapte tellement aux autres qu'à un moment, on ne sait plus très bien où il est passé lui-même. Genre le 9 peut passer une soirée entière à écouter, sourire, suivre le mouvement, sans jamais donner son avis. Et quand tu lui demandes « mais toi, t'en penses quoi au fait ?» Là, il sort de sa torpeur et il change complètement de visage. Une autre tendance de fond pour le 9, c'est de se laisser porter par les personnalités plus fortes que lui. Et c'est logique, vu qu'il a du mal à prendre sa place, il préfère souvent suivre l'élan des autres, quitte à devenir un peu dépendant. Mais à force de laisser les autres décider du mouvement, le 9 perd son GPS interne. Il devient un simple passager dans sa propre vie. Le petit moi pacifiste. Ouh là là, surtout tais-toi, pas de vagues, pas de conflit, laisse couler. Ça, ce sont les phrases typiques du 9. Car le 9 arrondit les angles, il minimise ce qu'il ressent, il fait passer les besoins des autres avant les siens. Un vrai couteau suisse, 100% adaptable. Le problème, c'est qu'à force d'arranger tout le monde, il finit par disparaître de l'équation. Exemple, il accepte un resto qu'il déteste, juste pour éviter de devoir dire non. Il passe 2 heures à t'écouter parler de tes problèmes,
Il se précipite pour payer l'addition à ta place. Bref, le type 9 est souple, comme un élastique. Sauf qu'un élastique trop tendu, ça finit toujours par péter. Parce qu'à force de se taire et d'absorber les besoins des autres, le 9 monte en pression, sans même s'en rendre compte, jusqu'au jour où, après 8 mois à ronger son frein, il explose parce que quelqu'un a mal rangé les couverts. Il peut même aller jusqu'à couper les ponts et disparaître, pour une broutille. Évidemment, tout le monde est choqué, parce que le type 9 disait toujours « Mais non, t'inquiète, ça va ». Sauf que clairement, ça n'allait pas du tout. Le petit moi paresseux. Attention, le 9 n'est pas forcément quelqu'un qui reste affalé sur le canapé à manger des chips. Au contraire, il peut être très actif. Mais souvent, il s'active juste pour éviter de passer à l'action. Comme si une petite voix intérieure lui disait « Ouais, c'est pas si urgent, on verra plus tard, ça va se régler tout seul ». Du coup, le 9 repousse, esquive les décisions, les discussions, les demandes importantes. C'est pas parce qu'il est incapable d'agir, mais choisir, décider, s'affirmer, ça crée des tensions, c'est prendre le risque de déplaire. Et ça, son cerveau veut absolument éviter. Alors il met 2 semaines pour répondre à un simple mail, il demande 1000 conseils à ChatGPT. Ou alors il garde un boulot qui ne lui plaît plus pendant des années. Et même quand le burn-out le guette, il s'auto-persuade que c'est pas grave, que ça va aller. Donc le 9 est partisan du moindre effort. Il choisit toujours le chemin qui demande le moins de friction, le moins de conflits, le moins d'énergie. Pas forcément par flemme, mais plutôt pour se préserver émotionnellement. Le problème, c'est que derrière tout ça, il y a souvent une perte d'élan intérieur. Une impression de pilotage automatique. Le danger pour le 9, c'est de se complaire dans la passivité. Il devient alors endormi, anesthésié, déconnecté de son désir profond. Voilà pour le type 9. La plus grande peur du 9, c'est le conflit, ne pas être en paix. On peut aussi analyser l'influence de ses ailes. Influencé négativement par son aile 8, le type 9 devient passif-agressif. Il résiste en silence et il peut exploser tardivement. Influencé négativement par son aile 1, il se rigidifie. Il se critique davantage, il devient lent et perd sa souplesse naturelle. Sous pression, le type 9 peut basculer vers le type 6. Il devient anxieux, hésitant, méfiant. Il doute de lui-même. Il devient stressé pour des détails totalement absurdes. A l'inverse, quand il évolue bien, il se rapproche du 3. Il retrouve de l'énergie, affirme davantage ses envies. En osant prendre sa place, il commence à vraiment construire sa vie. Voilà, on a fait le tour de l'énéagramme. On a vu les principaux petits moi. Maintenant, la vraie question, lesquels de ces personnages tu as reconnus chez toi? Et surtout, est-ce que tu arrives à les repérer au moment précis où ils prennent le contrôle? Car plus tu observes leurs petits jeux, moins ils ont de pouvoir sur toi. Et si un jour tu arrives à désactiver définitivement tous ces petits moi, une énorme pression disparaît. Il n'y a plus personne à protéger, plus besoin de se comparer, de jouer un personnage. Il y a juste toi, sans identification, avec plus de calme intérieur, plus de conscience, plus d'espace, plus de liberté. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo t'aura aidé. Et si tu veux aller plus loin, tu peux rejoindre le programme Vers mon éveil. C'est gratuit, concret, et il y a plein d'exercices pratiques pour apprendre à observer tous ces mécanismes dans la vraie vie.